Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. On parle d'économie avec le journaliste économique Francis Gosselin. Francis, ton collègue Francis Pilon sorti un livre sur un influenceur, un des influenceurs les plus populaires du Québec, qui a une dette de 1,4 million de dollars. Il s'appelle Aikilou, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit ça? Ça se dit I kill you comme je te tue. Là. Tu sais, c'est un nom de joueur. Voilà. I kill you. Alors, il dit, j'étais terrifié en voyant le montant astronomique que me réclamaient les impôts parce que monsieur I kill you n'a pas payé d'impôts de 2018 à 2021. En fait, il n'a même pas, il a pas fait de déclaration d'impôts de 2018 à 2021. Francis s'en dit long sur certains influenceurs parce qu'ils sont sur Internet, ils pensent que soudainement, ils sont au-dessus des lois. Oui, effectivement. Puis c'est aussi souvent des jeunes, hein, on le sait. Là. Bon, ce I Kill You, là, Nabil Larèche de son vrai nom, a 30 ans. Mais bon, ça fait une dizaine d'années qu'il fait ce métier, là, comme tu dis, d'influenceur à quasiment temps plein. Et puis ce qui est un peu ironique, Richard, c'est qu'il a fait des vidéos dans le passé, là, dont une en particulier qui est dans l'article du Journal de Montréal de Francis Pilon, où il se vante là, des centaines de milliers de dollars qu'il a fait sur YouTube. Puis il montre même à l'écran, là, dans la vidéo, son espèce de tableau de bord YouTube où on peut voir, là, et c'est comme 300 000 $ et ça fait quand même longtemps de ça. Donc, on peut imaginer que si le fisc lui réclame 1,4 million de dollars, il en a fait 2, 3, 4 en tout. Donc, c'est pas peu payant. Et l'enjeu, c'est que c'est souvent des jeunes bon, qui ont un talent quelconque à monter, à jouer à des jeux, à monter des vidéos, mais du point de vue financier, ils sont souvent très mal accompagnés. Ils sont souvent, comme c'est des petites stars, de l'Internet, ben ils sont même un peu boqués, là, c'est-à-dire que même les gens autour d'eux qui, les adultes, là, le fisc en l'occurrence, ou leurs parents, ou les gens qui les entourent, ils sont un peu réfractaires à les écouter, pensant qu'ils ont tout compris parce qu'ils font un peu d'argent sur Internet. Et donc, ben, ça amène à des situations comme celle-là, là, où clairement, il y a pas juste 1,4 milliard qui est réclamé, il a été reconnu coupable d'outrage au tribunal pour avoir refusé de produire ses documents. Puis là, il dit j'ai compris, mais évidemment, il y a du travail là, pour lui dans les prochains mois. Mais c'est de la poudre aux yeux, souvent, les influenceurs. Peut-être pas tous, là, mais on se souvient de l'influenceur masculiniste là, qui disait qu'il faisait du fric là, comme de l'eau, puis finalement, il était sous le bord de la faillite. Il vendait des thermopompes. Ben oui, puis il était sous le bord de la faillite. Ouais. Mais je voulais quand même remettre en contexte, parce que c'est de bon ton de cibler les influenceurs, puis je partage un petit peu... mais il y en a qui organisent très bien leurs affaires. On accueille souvent Fred Bastien à l'émission. C'est un gars vraiment... il est organisé, il reçoit des subventions du Fonds des médias, de la SODEC. Il y a des influenceurs là, dans cet univers-là qui sont super structurés. Il y en a d'autres, puis Kilio en fait partie. C'est un peu des clowns. Là, ils font un peu n'importe quoi. Évidemment, c'est très payant faire ça. Puis après, ben ils pensent qu'ils sont au-dessus des lois. Eh bien, non. Puis dans les dernières années, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, mais Paul Hogan, le Crocodile Dundee, on lui avait enlevé son passeport australien parce qu'il avait reçu, prétendument, 35 millions de dollars de revenus et payé aucun sou d'impôt là-dessus, donc il était interdit de quitter le pays. Il y a aussi Rupert Grint, qui est Ron Weasley là, dans les Harry Potter. Je sais pas si t'es un fan d'Harry Potter, Richard, mais lui, il aurait gagné 2,6 millions d'euros, puis pas vraiment déclaré grand-chose là-dessus. Donc, encore une fois, des fois, c'est des comédiens plus standards, plus mainstream, qui se font piger aussi. Plus récemment, Madame Jujube, là, la fille de l'UQAM, là, bon, tu diras c'est une influenceuse elle aussi, mais tu sais, pas plus smart qu'une autre. Puis Denis Coderre, même à la limite, tu sais, qu'on pourrait dire, là, politicien de premier plan qui a des petits démêlés avec le fisc. Fait que personne n'est à l'abri quand on s'occupe pas de ses affaires. Ça. Il faut rappeler pas juste les influenceurs. Il faut rappeler à ces petits influenceurs-là et même aux grandes entreprises là, qui sont sur Internet, c'est pas parce que vous êtes sur Internet que vous êtes au-dessus des lois. Vous devez respecter les lois. Écoute, il y a eu un dossier très intéressant sur les centenaires. Le nombre de centenaires augmente au Québec et un peu partout à travers le monde. Bientôt, ça va être presque courant de vivre jusqu'à 100 ans. Moi, je me dis, économiquement,
C'est-tu viable, ça? De payer une pension à quelqu'un à rien faire de 65 ans à 105 ans? Ben, il y avait la première partie de ta question, Richard, puis la deuxième partie. Est-ce que c'est viable? Oui, si on mélange la retraite à 75, tu comprends? Parce que, évidemment, si on vit jusqu'à 100 ans, à un moment donné, c'est juste, comment dire, c'est arithmétique, là. Si on commence nos carrières, puis en fait, on commence nos carrières de plus en plus tard, hein, Richard, tu sais, à l'époque de nos grands-parents, là, on travaillait, bon, je vais pas faire mon vieillot, mais on travaillait sur la terre à 16 ans, on conduisait le tracteur. Aujourd'hui, tu fais ton bac, ta maîtrise, tu zigonnes un peu, t'en fais une deuxième. Tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui commencent à travailler à 22, 23, 25 ans. Il y en a qui commencent encore là, à 18 comme normalement, mais et donc si tu commences plus tard puis que tu finis quand même à 65, à un moment donné, c'est juste un ratio. La population active, c'est-à-dire que le monde qui font des choses, les infirmières, les profs dans les écoles, sur la population totale vont être bien trop insuffisants pour pallier à toute cette demande-là de biens et de services. C'est sûr que ça créerait une forme de crise. Donc, on le voit d'ailleurs depuis 2 générations, l'espérance de vie, hein, c'était pas 81 ans, là, même pour ta génération, j'ai envie de dire, Richard, t'étais pas si vieux que ça, mais tu sais, puis celle de mes parents puis de mes grands-parents, je veux dire, les gens mouraient régulièrement à 62, 64 ans, c'était vieux se rendre là. Aujourd'hui, il y a des gens de 60 ans en pleine forme, ce qui nous oblige à repousser constamment l'âge de la retraite. Et si la moyenne de l'espérance de vie était de 100 ans, je te garantis qu'on aurait une crise économique, mais aussi une crise politique, parce qu'essaie de mettre ça dans la tête des gens que maintenant la retraite, c'est 68, 70, 72. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont chialer. Mais écoute, actuellement, je pense que la moitié de l'argent qu'on envoie au gouvernement va dans le système de santé pour le financer. T'imagines, c'est pas parce que tu vis jusqu'à 105 ans que tu vis en forme jusqu'à 105 ans. Donc, ces gens-là vont avoir plein de petits bobos. Ils vont se rendre à l'hôpital, mais des petits bobos, pas assez pour les tuer, excusez-moi, mais assez pour mettre de la pression sur le système de santé. Christy, ça va être le 3/4 de l'argent qu'on envoie au gouvernement qui vont aller au système de santé. Oui, mais en même temps, évidemment, tu peux t'imaginer que, comme je l'ai dit, là, il va y avoir nécessité de changer complètement le système, la fiscalité, l'âge de la... C'est possible de vivre jusqu'à 100 ans, comme c'est aujourd'hui possible de vivre jusqu'à 80, mais ça peut pas se faire dans des circonstances où on garde toutes les règles du jeu, toutes les règles fiscales, tous les services de la même façon. L'autre petit pépin aussi dans tout ça, Richard, c'est que tu t'imagines bien que si on prend là, toute proportion gardée, des gens de 60 à 100 ans, par exemple, ce sont eux, généralement, qui consomment le plus de services de santé. C'est pas les gens de 20 à 60, disons. Et donc, ça fait encore une fois en sorte que tu as en proportion beaucoup moins de population active qui est capable de payer pour des services à des gens qui vont en consommer énormément plus. Et s'ils vivent 10, 15, 20 ans de plus qu'aujourd'hui, ça va être exponentiel. C'est puis Francis, on fait pas d'enfants en plus. Là. Fait que, on fait de moins en moins d'enfants qui vont travailler pour payer ces soins de santé-là. Veut pas, on va avoir besoin d'immigration aussi pour de gens qui travaillent. C'est un autre de mes dadas. Ça sera pour une autre fois, la natalité, justement. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose là. Puis je terminerai avec une affaire aussi, Richard, juste sur parce que aujourd'hui, tu as différents types de gens qui prennent leur retraite, évidemment, puis il y en a notamment qui ont de l'argent de côté parce qu'ils ont bien gagné leur vie ou parce qu'ils ont été sages puis qu'ils ont mis toute leur vie un petit peu de sous. Puis la différence, évidemment, si tu vis jusqu'à 100 ans, c'est que si tu es pauvre à 60, là, tu vas trouver le temps long. Si tu étais riche à 60, puis fais en sorte que cet argent-là, mettons, est placé là, à la bourse ou dans à 5% par année, ben tu as 40 ans où cet argent-là va continuer à fructifier. Si bien que tu vas laisser pas 1 million, mais 4 millions à tes petits-enfants à la fin, tu comprends que ça va créer aussi des fortes inégalités entre les ayants puis ceux qui n'ont pas, hein, évidemment, parce qu'avec le facteur temps, les rendements composés font en sorte que si tu vis 100 ans puis que tu étais riche au début, tu vas être beaucoup plus riche à la fin à mesure que le temps est plus long. Et donc, ça peut créer, encore une fois, vraiment différentes classes de citoyens là, par rapport à la richesse. On le voit déjà, encore une fois, Richard, que l'augmentation de l'espérance de vie a créé justement cette super classe de papis millionnaires et une autre classe de papis dépendants des prestations de l'État. Puis encore une fois, c'est très injuste, mais plus on va vivre longtemps, plus cette disparité-là va être grande.
Il y avait même, je sais pas si tu as vu là, une série sur Netflix là, dont j'oublie le titre, mais où tu avais des gens qui étaient comme quasiment immortels, en fait. Puis un des facteurs, moi, comme économiste, qui m'avait beaucoup interpellé, c'est que quand tu es immortel, si tu avais $1 milliard que tes parents t'ont légué, là, ben dans l'immortalité, ça devient infini de milliards de dollars. Tu comprends? Fait que ça crée, non, mais ça crée des super classes de citoyens. Bref, il y a quelque chose de vraiment fascinant à explorer dans cette notion-là. Les boomers, ils partiront jamais. Ils vont tout le temps. Jamais. Jamais. Merci beaucoup, Francis Gosselin. Salut. Ça fait plaisir. À demain.